Même avis défavorable, Monsieur Coquerel. Alors, je m'excuse à l'avance parce que, pas plus moi que le rapporteur s'est aperçu que je défendais le mauvais amendement, donc on n'a pas été vigilants plus l'un que l'autre, donc je ne vous en voudrais pas. Pour autant, du coup, je vais vous répondre, mais c'est marrant parce que c'est un rapport quand même avec le 2285. Non, vous ne pouvez pas dire que c'est de la décroissance. Déjà, il faudrait s'entendre sur la question de la décroissance, puisqu'aujourd'hui, je vous ai dit, on est à 9,3%. Donc la question, c'est dans un moment où il faut absolument justement permettre que les sols artificialisés ne dépassent pas un certain seuil, et où nous sommes là dans des opérations spécifiques, il n'est pas limiter les choses, n'est pas les décroître. Mais du coup, je me permets aussi, et je ne reprendrai pas la parole évidemment quand on passera au bon amendement, de défendre l'amendement précédent, parce que c'est un rapport avec votre réaction. Nous, le terme développement durable nous gêne. Pourquoi? Parce que c'est un oxymore. Un développement, c'est inévitablement quelque chose qui croît, et nous pensons qu'autant il y est nécessaire que certaines activités humaines continuent à croître, je pense par exemple à la santé et autres, autant justement il va falloir aussi, si on veut faire en sorte de sauver le climat sur cette planète, que d'autres activités décroissent. Donc c'est pour ça que nous préférons le terme transition écologique à celui de développement durable. Donc ça me permet de défendre du coup les deux amendements. Oui, c'est exactement le même amendement, et je suis assez d'accord avec l'explication de mon collègue président du MODEM. Et je crois que ça interroge, en fait, en réalité, peut-être l'idée qu'on se fait de la revitalisation des centres-villes. Moi, je crois plus au droit à la centralité. C'est-à-dire le fait que lorsque vous habitez dans une ville, mais aussi dans un quartier, vous avez le droit à l'accès à la culture, aux loisirs, au bar d'à côté, à faire vos courses, etc. etc. Bon. Et on sait bien que très souvent, le commerce de bouche, les boulangeries et autres, vont permettre, s'ils fonctionnent bien, que ne ferme pas le bar juste à côté, le tabac juste à côté. Je dis ça parce que je connais pour ma part, par exemple dans ma circonscription, je prends l'exemple de la ville d'Épinay, beaucoup de ces centres, de ces quartiers, qui au bout d'un moment n'ont plus aucun commerce en réalité. Donc la question, c'est moins, je trouve, la revitalisation des seuls centres urbains que le droit à la centralité pour tous les habitants. Je prends encore une fois l'exemple d'Épinay. À Épinay, vous avez un grand centre commercial qui s'est installé en plein centre-ville, avec un hypermarché, etc. Donc bien plus de 1000 m², seuil que vous allez désormais pouvoir autoriser sans autorisation avec cet alinéa. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe que dans les autres quartiers d'Épinay, qui sont des espaces de vie, tous les autres magasins ont au fur et à mesure fermé. C'est-à-dire que ce centre commercial a joué en réalité le rôle de centre commercial de périphérie. Et donc, en réalité, on n'a pas gagné au change. Donc moi, je crois que si on veut effectivement avoir une vision de contrôle et de revitalisation des centres urbains, ça passe plus par les commerces de détail, voire par les commerces, comme on constate de plus en plus, par exemple, dans Paris, en termes de développement, j'allais dire de petites grandes surfaces, qui souvent n'excèdent pas 800 m², que du fait d'autoriser des espaces de plus de 1000 m². C'est pour ça que je vous demande également de retirer cet alinéa 29 qui me semble contraire avec l'ambition de votre loi. J'ajoute enfin que je regrette que tout ça soit limité à 200 villes, parce que comme je l'ai dit, vous disiez tout à l'heure, Monsieur le Ministre, vous parlez de métropolisation, et vous disiez la métropolisation est un fait. Oui, mais sauf qu'il y a métropolisation et métropolisation. Il y a par exemple une métropolisation qui peut avoir lieu où vous avez un hypercentre, et puis en périphérie, vous avez des villes qui peu à peu deviennent justement des villes dortoirs parce qu'elles sont appauvries par l'hypercentre urbain. Et c'est ce qui se passe pour pas mal de villes aujourd'hui de la petite couronne parisienne. Donc moi je crois plutôt au fait justement de notion de droit à la centralité. Ça passe par le fait, j'allais dire, de limiter et même de sévir assez drastiquement sous l'ouverture de ces centres commerciaux de périphérie. Je dirais au passage que l'ouverture d'Europa City serait une catastrophe pour plein de centres-villes de l'Île-de-France si ça se faisait, et plein de petits centres commerciaux. Mais ça passe aussi, je pense, par le fait qu'en centre-ville, on n'inverse pas la chose et on n'autorise pas l'ouverture de ces grands centres commerciaux qui pourraient assécher les autres quartiers de la dite ville. Non, juste une remarque. Bon, je serais content si c'est les arguments de mes collègues qui vous font réfléchir, Monsieur le Ministre. J'en porterai pas ombrage. Juste à un moment donné, une loi, elle indique un cap. Et en réalité, à partir du moment où
cette autorisation d'exploitation commerciale, le fait de ne plus être soumis à cette autorisation d'exploitation commerciale concerne les surfaces de plus de 1000 m², je crains que vous envoyiez un message qui soit le fait, en gros, pour aller vite, de recentrer les centres commerciaux des périphéries vers les centres urbains. Et comme je vous l'ai dit, je pense que ce n'est pas ça la solution. Et je ferai remarquer à monsieur le rapporteur que justement, une grande supérette ne fait pas 1000 m². Voilà, je vous invite à venir voir les... non, et c'est la différence, elle est pas moindre et elle est assez importante à ce niveau-là. Ça fait 1000 m², c'est 50 sur 20 mètres. Je vous assure que venez voir les surfaces, grandes surfaces de taille moyenne qui sont un peu partout dans les arrondissements parisiens aujourd'hui et qui justement permettent d'avoir plusieurs centres comme ça qui ne disparaissent pas les uns après les autres parce qu'ils ont un achalandage qui est assez mesuré en fait. Ils ne font pas 1000 m². Donc on aurait pu introduire dans cet article ce seuil et ça aurait été quelque chose de profitable. Oui, j'ai manqué à un moment donné de vigilance vu la répétition des amendements qui ont des importances plus ou moins inégales sur l'adoption de l'amendement 1559. Parce que ce que nous venons de faire, tout simplement, c'est en réalité enlever les voitures électriques de la consommation énergétique, ce qui d'ailleurs, du coup, facilitera grandement le fait d'atteindre 40% en 2030, si toutefois on arrive à ce chiffre. Alors je vous rappelle que la consommation électrique, elle ne vient pas du ciel, elle vient principalement du nucléaire, et que de ce point de vue-là, je ne vois pas en quoi, sauf à vouloir tricher sur le bilan, on peut se permettre d'enlever, j'allais dire, du côté comptable de l'énergie, cette recharge des voitures électriques. C'est souvent en plus problématique pour les métaux rares et laisser penser que les voitures électriques, avec la question du nucléaire qui est posée, sont en réalité l'avenir en matière j'allais dire à la fois énergétique et environnementale, c'est pas loin d'une arnaque, quoi. Ou alors, à moins, dans ces cas-là, il ne faut pas avoir des projets de réduction du nucléaire d'ici quelques décennies, même si là aussi, vous avez largement atténué vos ambitions. Moi, je crains que ce soit, une fois, à travers cet amendement, on réponde... Alors, je ne sais pas si c'était l'ambition de mon collègue, mais enfin, en tout cas, ça va être l'objectif atteint à des lobbies du nucléaire qui, cette fois-ci, pourront carrément mettre de côté une consommation énergétique qu'en plus l'amendement assume de vouloir grandissante dans notre pays. Voilà, je regrette de ne pas avoir entendu. J'espère qu'on pourrait y revenir lors de la navette, car c'est un amendement véritablement problématique et c'est un amendement de tricherie. Oui, ça fait partie des amendements qui, depuis tout à l'heure, sont égrenés, dont certains me semblent tellement de bonne loi que je ne comprends même pas pourquoi ils ne sont pas adoptés. Parce que la question de l'isolation thermique des bâtiments, c'est le problème numéro 1, très certainement, pour permettre justement de réduire la consommation, notamment des énergies carbonées et électriques. À partir de là, il faut bien quelque chose qui ne soit pas seulement incitatif. Il faut bien quelque chose qui, j'allais dire, est à la hauteur de l'urgence et du problème. Bon, là, j'allais dire qu'on atteint avec cet amendement 2 objectifs. Et ça ne m'étonne pas, d'ailleurs, il a été proposé par la Fondation Abbé Pierre, qui, je crois qu'on en conviendra tous, réfléchit à la fois sur la question des logements trop chers et du prix du loyer trop cher. Et le prix d'un loyer trop cher, ce n'est pas seulement le loyer que vous payez, mais c'est aussi la facture énergétique que vous fait subir un appartement qui est une passoire thermique. Et en plus de ça, il est incitatif parce qu'on peut penser que le bailleur, s'il se retrouve avec un loyer diminué d'autant, va avoir tendance à enfin faire les travaux que sinon il ne mettra pas en action. Donc cet amendement, dans les 2 sens, me semble efficace, juste et écologiquement responsable.